Hello! Aujourd'hui, on fait un épisode un peu particulier parce qu'on n'a pas de grand thème général. On va commencer par une question. Donc, qu'est-ce qui fait un futur classique? Cette question, elle est venue parce que il y a quelques mois maintenant, au début de l'été, j'ai regardé au cinéma Materialist, le nouveau film de Céline Song, qui est aussi la réalisatrice de Past Lives. Et j'ai bien aimé, franchement, je lui ai mis 4 étoiles. Et ma review Letterboxd, c'était que c'était, à mon avis, un futur classique. Alors j'ai un peu écrit ça sans y penser, mais après ça nous a amené à nous demander qu'est-ce qui fait un futur classique, comment on peut le définir, et même qu'est-ce qu'un film classique, quoi. Alors faut savoir que du coup on peut pas forcément vous dire tous les films qu'on va aborder, sachant que ça se trouve il y en a dont on n'a pas parlé, qu'on va vite fait aborder je pense, Oui. parce qu'on va peut-être partir en cacahuète. Mais du coup bien évidemment il va y avoir des spoilers, on va parler de plot twists, on va parler de plein de choses assez différentes. Donc voilà, quand on dit le nom du film, si vous ne l'avez pas vu, passez un peu et comme ça vous ne serez pas spoilé normalement. Après, sachant qu'on va sûrement parler de quelques films qu'on considère classiques mais qu'on n'a pas vu non plus. Oui. En gros aussi, on va aborder des films tels que Le Parrain et 2001 l'Odyssée de l'espace. On les a pas vus, on sait globalement de quoi ça parle, mais aussi en fait on se met à la place aussi des gens. Oui. Et on va se poser la question de pourquoi c'est aussi connu, pourquoi est-ce qu'on connaît tous la phrase je vais te faire une proposition que tu ne pourras pas refuser. Enfin voilà. Déjà, selon toi, avant même de regarder la définition Wikipédia, comment est-ce que tu parlerais d'un film culte, quoi? Quelles caractéristiques tu lui donnerais? Puis après, on va vérifier si on a raison ou si on est Il y a un stupide. culte autour d'un film de culte, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai. Mais genre, enfin, je sais pas, c'est un truc qui a soit révolutionné le cinéma au niveau technique et tout, soit juste qui, au niveau de l'esprit humain, on va dire, a fait de la propagande, quoi. Que en gros, genre, tout le monde connaît par rapport à une scène, par rapport à la musique, Ouais. par rapport à... Voilà. Ouais, moi je pense que le critère principal, c'est que c'est un film qui a duré dans le temps. Ouais, même si en fait on dirait... tu vois, maintenant, Star Wars par exemple, on dirait genre c'est un peu en mode nul les effets spéciaux et tout, mais il dure quand même, Ouais. tu vois. C'est ça, c'est Star Wars, il sera toujours vu comme un film culte parce que c'était une révolution au moment où il est sorti et que pendant des générations et des générations, il y a tout le monde qui l'a regardé, quoi. Ouais. Et du coup, c'est vraiment un film qui a duré. Et même si forcément les effets spéciaux ils ont un peu vieilli, l'univers de Star Wars n'a pas vieilli, quoi. On Ouais. est toujours aussi fans que nos parents et nos grands-parents. Après, je sais pas si on le montrait à la génération genre de maintenant, ils seraient tous aussi fans, tu vois. Je sais pas, peut-être pas, mais genre. Déjà, il y a eu pas des remakes pour Star Wars, mais des suites. Du coup, Ouais. je pense que ça peut aider. Et là, il y a plein de. Il y a les séries Star Wars sur Disney et tout, les trucs comme ça qui sont beaucoup moins bien. Ouais, mais ils forcent, hein. Carrément. Désolé, ils font ça pour l'argent maintenant, Ils c'est font- même plus un truc en mode culte ou quoi, du coup. Ouais, mais je pense que ça, genre, même si c'est pour l'argent, ça aide à faire durer le mythe de l'univers. Ce qui fait que même les nouvelles générations vont connaître l'univers de Star Wars, même si ça se trouve, le personnage qu'ils vont connaître le plus, c'est le Mandalorien, quoi. En vrai, ça va. Pedro. Oui. Et en même temps, tu vois, il y a un culte autour de Pedro, on va parler de matérialisme. Ouh là là. Ok. Alors, j'ai sous les yeux la définition de Wikipédia, parce qu'on sait tous que Wikipédia a toujours raison. Alors, un film culte est un film généralement original, réunissant un groupe de fans fortement dévoués. Fortement dévoué. Le terme ne désigne ni un genre au sens propre, ni une qualité esthétique, mais qualifie un film en fonction de la façon particulière dont il est reçu par le public ou une partie du public. Un film culte possède un groupe d'admirateurs. C'est en général un film que soit on aime, soit on déteste, mais ses propriétés ne suffisent pas à le définir complètement. Ok. Tu vois, matérialiste, pour moi, c'est pas un futur film culte, parce que pour moi, il n'y a pas ce truc de fan autour, entre guillemets. Genre, pour moi, il n'y a pas eu un truc de malade autour. Non, en plus, il a été assez... je suis assez d'accord avec le truc de soit on aime, soit on déteste pour Matérialiste, parce qu'il y a plein de gens qui ont trouvé ça pas terrible, quoi. Après, je sais pas s'il est détesté, je pense pas tellement. Non, je pense pas, parce que même moi, tu vois, j'étais mitigée, j'étais en mode c'est sympathique, mais faut pas non plus... Ouais. C'est pas la révolution de l'année. Ouais. Moi, la raison pour laquelle de base j'ai pensé que c'était un film culte, après, encore une fois, j'ai dit ça sans y réfléchir, hein. Je pensais pas qu'on allait partir sur un podcast dessus, mais
Mais de base, j'ai dit ça parce que je trouve que c'est une histoire assez... genre un concept d'histoire assez facile d'une matchmaker. Ah oui, faut peut-être expliquer l'histoire de Oui, Materialist. je t'en prie. Donc Materialist, c'est l'histoire d'une matchmaker qui est jouée par Dakota Johnson. Donc son travail, c'est de trouver des gens qui ont envie d'avoir Ouais. des relations amoureuses et de trouver leur match parfait. En gros, c'est une appli Tinder, mais en personne. Exactement, mais ça existe en vrai. Hein. Ouais, je C'est- sais, ça, je trouve ça fou. Je savais pas moi avant le film, mais Mais Céline Song, la réalisatrice, elle a eu ce job pendant quelques mois et c'est ce qui l'a inspiré à écrire le film. Et donc, je trouve que le concept de l'histoire est assez fun et on dirait une histoire classique qu'on pourrait avoir plein de fois, mais pourtant c'est le premier à faire ça. Et du coup, je me dis qu'il est culte dans le sens où je le vois bien être dans le futur un point de départ pour toute une série de films qui vont reprendre un petit peu le concept. ok. Parce que je pense que c'est un concept, vraiment, c'est une bonne idée pour une rom-com qui paraît avoir beaucoup de potentiel pour inspirer toute une série de films un peu similaires. Ok. Et puis en plus, c'est un truc américain qui est genre blockbuster, mais pas blockbuster en mode trop blockbuster. Ouais, mais en vrai, genre, il y a énormément de gens qui sont quand même allés le voir aussi, avec le truc des acteurs qui, eux, sont un peu dits acteurs, du coup, Ouais, un peu bah oui. cultes, entre guillemets. Ouais. Surtout en ce moment, Pedro Pascal, genre, avec tous les trucs qui sortent et tout, les gens sont là, waouh. Du coup, il y a aussi ce truc-là qui fait que je pense qu'il a eu pas mal d'entrées aussi. Ouais, Parce que du coup, un film culte, c'était obligé d'avoir une personne connue dans le film. bah, je pense que ça aide. Je sais pas si c'est obligé. Je pense que les meilleurs films cultes, c'est ceux vraiment qui... Enfin, ça, c'est un peu l'idéal d'un culte qui sort de nulle part. Mm. Comme... ça me fait penser à l'idée des Nepo Baby. C'est drôle parce que Dakota Johnson, c'est l'un des plus grands Nepo Baby de Ouais. Hollywood. Mais parce que, genre, il y a toute cette idée de comme quoi une star qui sort de nulle part... Genre, c'est tellement mieux et c'est tellement l'idéal hollywoodien de genre prendre juste quelqu'un qui part de rien et en faire une célébrité. Mm. Et c'est plus attrayant. Et du coup, je pense que pour les films cultes, c'est pareil. Un film culte qui sort de nulle part, où c'est un réalisateur dont on n'a jamais entendu parler, avec des acteurs dont on n'a jamais entendu parler, qui explose et qui devient culte. Je pense que ça, c'est un petit peu l'idéal hollywoodien, mais il se trouve que souvent, quand même, la célébrité, ça aide. Ouais, mais tu vois, on en parlait tout à l'heure, Le Parrain, que ce soit le réalisateur ou le perso principal qui était joué par Marlon Brando et le réalisateur c'est Francis Ford Coppola. Et ils étaient pas du tout connus, tu vois. Et le truc c'est devenu un banger, mais il a pris genre que des gens qui sortaient de nulle part. Ouais. Et c'est devenu un des plus grands films gangsters. En fait, c'est un film genre de gangster, mais qui utilise pas forcément les codes qui étaient utilisés avant. Ouais, qui crée complètement de nouveaux codes, quoi. Ouais. Parce Là, que- tous les plans, en tout cas, de ce que j'ai vu, tous les Mais plans parce de qu'en ce que fait, on j'ai a vu. regardé le début, mais on n'a pas fini le film. Mais on a eu des accidents, d'accord? Ouais, moi j'ai trouvé un rat dans mon appartement, du coup j'ai pas pu terminer. Voilà, c'est des plans justement qui sont très longs. Enfin, c'est pas quelque chose qui va beaucoup bouger, c'est des plans super longs. Aussi, ce qui a révolutionné, c'est que dans les films de gangsters, à la base, t'avais toujours le gangster n'était jamais montré de façon gentille. Et là, en fait, t'as vraiment de l'empathie pour le personnage principal qui va reprendre la suite de Don, du Godfather, du parent, Don Vito Corleone. Ok. Et genre, t'as de l'empathie pour ce personnage, alors que à l'époque, même quand t'avais de l'empathie pour un personnage, à la fin, il mourait. Alors que là, à la fin, juste il est là en mode oh, je vais régner sur tout le monde sans souci. Et t'as de l'empathie Ouais. pour ce mec. Et ça, c'était un truc de fou du coup à l'époque, en mode les gangsters, à la base, c'est des méchants, tu vois. Ouais, bah oui. Mais du coup, voilà. Mais la définition, du coup, en soi, on a pris la définition de Wikipédia. Moi, j'avais trouvé des définitions aussi qui disaient justement, genre les points qui ressortent, genre de c'est un film culte. Ouais, les Genre, critères, les c'est ça. caractéristiques. Caractéristiques. Il faut une richesse émotionnelle, il est dit. Des échanges intergénérationnels. Ouais. Il faut être en phase avec son temps. Une exclusivité d'audience. Et si t'es cinéphile, en gros, genre, faut que, c'est qu'il y a un Faut truc que qui ce va soit ressortir. Au moins et un tout. peu prétentieux, quoi. Globalement. Oh, Parce que... Ah, mais c'est vrai, un Mais peu. oui, parce que je pense que, genre, par exemple, les Marvel, c'est à la limite des cultes parce que tout le monde connaît et je pense que ça a beaucoup de caractéristiques, mais c'est pas des cultes parce que c'est pas assez prétentieux pour que les film bros, genre les grands cinéphiles avec des goûts de luxe, le trouvent vraiment bien.
parce que techniquement il a rien d'extraordinaire. Ouais, mais en fait, on est d'accord qu'il y a quand même ce cliché du cinéphile qui va dire ouais, moi mon film préféré c'est un film qui vient de Russie des années 1943. Le réalisateur c'est un nom absolument imprononçable, mais moi je le connais par cœur parce qu'il m'a trop marqué quand j'étais jeune. Enfin, Oui. au bout d'un moment, arrête de te foutre de notre gueule, tu regardes Marvel comme nous. Au bout d'un... Oui. Bah, y a ce mythe forcément autour de le plus c'est niche, le plus c'est peu connu et le plus genre, c'est techniquement Ouais, mais incroyable. au final, du coup, tu partages moins de choses avec les gens. Je pense que Ouais. aussi un film culte, c'est tu partages des choses avec ton entourage en mode ah Ouais. bah tiens, tout le monde l'a vu. Bah en fait, c'est cool aussi parce que du coup, tu peux en parler. Ouais, mais je pense qu'il y a carrément ce truc-là du film culte qui essaye d'être à la limite des deux et de parler Ouais, aux c'est deux dur. audiences, genre de parler à l'audience mainstream du grand public avec des thèmes un petit peu peut-être faciles à comprendre, où tout le monde peut s'identifier un petit peu et qui a cet aspect très grand public qu'ont les Marvel et les Star Wars et les grandes franchises comme ça, mais aussi qui parle au public cinéphile. Mais oui, un film culte pour moi n'est pas un blockbuster, mais un blockbuster peut être culte. Ouais, carrément. Et, je pense, et dans l'idée du public visé, je pense que ça c'est aussi super important pour les blockbusters, comme quoi, à mon avis, la plupart des films cultes, j'ai dit blockbuster, je voulais dire film culte, la plupart des films cultes sont destinés à un public d'hommes blancs cis hétéros relativement riches. Bah c'est vrai. Hein. Parce que forcément, ça va avoir plus de succès quand c'est dirigé à cette partie de la population qui a beaucoup plus d'influence et a beaucoup plus de pouvoir. Quoi. Ouais. Genre par exemple, je pense que même les films qui, à première vue, on se dit que le public visé, ça peut être une minorité. Genre, là je pense, je sais pas si c'est considéré comme un film culte parce que c'est relativement récent, je sais pas quand il est sorti, mais Moonlight. Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu Moonlight? Mais j'en ai beaucoup entendu parler par contre. Ouais, bah là je viens de sortir la page Wikipédia, du coup il est sorti en 2016 et réalisé par Barry Jenkins. Je sais pas du tout s'il peut être caractérisé comme un film culte. Moi dans ma tête c'est un petit peu un film culte, le genre de film que tout le monde a un peu entendu parler. Aussi je pense que ça aide parce qu'il a gagné un Oscar, non il a pas gagné... Ouais. Je crois qu'il a gagné l'Oscar du meilleur film. Donc celui-là typiquement c'est un personnage noir et gay. Et donc c'est vraiment une démographie très réduite. Je sais pas si tout le monde serait d'accord, et aussi ça fait longtemps que j'ai pas vu le film. Mais je pense que le film est fait d'une manière où, genre, il est un petit peu destiné aux hommes cis blancs hétéros quand même, dans le sens où c'est un petit peu montré aux hommes cis blancs hétéros un peu riches l'expérience de gens qui sont pas comme eux. Je pense pas que ce soit un film qui soit complètement destiné à cette minorité. Mais de toute façon, en fait, si tu veux que ton film marche vraiment, il faut que ce soit destiné à la plus grande partie de la population quand même. C'est comme par exemple, sur internet, je vois plein de listes comme quoi, ouais, c'est quoi les films gays qui sont destinés pour les gens gays et les films gays qui sont destinés pour les personnes hétéros. Ouais. Et c'est pas du tout le même type de film. Ils sont pas du tout écrits pareil. Et du coup, je pense que ça, genre un film gay destiné à un public hétéro, a plus de chances d'être culte qu'un film gay destiné à une audience gay. Pour moi, tu vois, le truc de... Pour moi, les mecs cis, blancs, hétéros, qui veulent regarder un film gay, vont regarder Love, Simon. Tu vois? Oui. C'est la vibe. Oui. Ça, j'appellerais pas un film culte, mais oui. Non, pas film culte, mais si on parle là-dedans, tu vois. Ouais, carrément. Mais c'est comme, pour moi, il y a un peu... Enfin, tu sais, le truc de Barbieheimer. Ouais. Pour moi, c'était un peu le truc de queer contre... mecs cis blancs qui se battaient un peu pour savoir en fait quel film était le mieux. Tout ça pour que finalement en fait en fait c'était un peu débile genre tout le truc autour parce que les deux sont devenus un peu des films cultes selon moi. Ouais. Oui. Mais en gros il y avait vraiment ce truc de ouais lequel est le mieux machin, lequel aura plus de place parce qu'en gros ils sont sortis en même temps. Et il y avait vraiment ce truc de les mecs blancs cis clichés qui allaient voir Oppenheimer et un peu les queeros qui allaient voir Barbie. Et puis au final, Oppenheimer a gagné meilleur film, mais a gagné énormément d'Oscars. Ouais. Et Barbie a gagné quelques trucs, mais beaucoup moins. Genre, il y avait une grande différence. Mais parce que aussi en même temps, c'est, faire un film sur Barbie, c'est quand même... En gros, genre, tu prends un risque. Parce que tu fais un film sur Barbie, tu l'appelles Barbie, tu prends Margot Robbie en personnage principal et tout, tu sais... Ouais, carrément. Et puis, ce film-là, pour le coup, il est vraiment mis en place pour être un film culte avant même d'avoir été fait. Effectivement, de faire un film déjà sur un personnage culte comme Barbie, déjà le personnage est culte parce qu'il est genre historiquement très connu, et qui touche énormément de gens.
Donc déjà un Bah tu vois, c'est thème... intergénérationnel, tu vois, Ouais. Barbie est culte. Carrément. Mais Barbie, du coup, là, le film était culte aussi, mais parce que aussi les dessins animés en soi le sont. Enfin, la poupée l'était aussi, mais pour moi, les dessins animés aussi Barbie sont cultes. Bah tu vois, toi tu dis ça, moi j'ai pas été élevée du tout avec les dessins animés Barbie. Je connais les dessins animés Barbie seulement parce que tu me les as montrés. Non, mais en vrai, enfin, genre, je sais Bah, pas, c'est quand même l'enfance d'énormément de personnes. ouais, sûrement, et ça je pense que c'est du coup un autre truc qui est un énorme critère d'un film qui peut être culte, c'est le rapport à l'enfance. Je pense qu'il y a Ouais. beaucoup de films d'enfants qui sont cultes. Bah, même les Disney. Ouais, les Disney, bah oui, de fou. Y a... Je pense que tu poses la question à tout le monde, même si les personnes n'étaient pas forcément dans le Disney et tout dans l'enfance. Chaque personne a au moins vu un Disney dans sa life, quoi. Ouais, Minimum. Chaque personne connaît la chanson de Reine des Neiges ou de Coco, tu vois. ouais, C'est... ouais. Non, mais, Ah mais oui, je c'est... suis d'accord, Voilà. alors que moi j'ai pas du tout été élevée au Disney. Ouais. J'en ai vu quelques-uns quand même. Et puis même ceux que j'ai pas vus, je connais les musiques quoi, parce qu'elles sont partout et j'en ai trop marre parce que je déteste ça. Mais je les Je connais. pense que t'aimerais bien Fantasia. Parce que c'est... Ah mais si, mais c'est plein de légendes, c'est pas des musiques en mode où ils chantent comme ça, sans genre ils vivent leur vie et d'un coup ils chantent. C'est en mode vraiment en mode de la poésie imagée. Mais J'adore Fantasia. il y a quelques Disney que j'aime bien, hein, en vrai. Ah t'aimes bien Mulan, non? Je sais pas. Bon. Pas ça? J'aurais bien aimé Mulan si je l'avais vu quand j'étais petite. Je l'ai pas vu quand j'étais petite. Mais Mulan, c'est... En fait, ce qui est trop stylé, c'est que c'est genre le seul méchant qui va vraiment en mode prendre une femme à son égal. Et qui Mm. va être en mode, en gros, elle est trop forte et tout, et elle mérite d'être à mon égal. Et dans presque aucun autre Disney, je crois aucun, juste tout court, tu n'as ça. Ouais. Moi, un Disney qui est genre, c'est le Disney de mon enfance. Rebelle. Ah, rebelle. Celui-là, j'ai vu au cinéma. Celui-là, j'avais le petit livre avec les dessins, tout ça. Mhm. J'avais le DVD, j'avais la totale. Et j'avais tellement d'arcs quand j'étais petite. Je te jure, j'achetais tous les jouets arcs que je pouvais trouver, j'étais trop fan. Moi, en fait, aussi, c'est que ça m'a fait un souvenir, et pour moi, c'est un peu culte, entre guillemets, parce que la Madame Slay, et que, genre, c'était... C'est l'époque, justement, Mulan, où, genre, ils ont fait un peu Mulan, Ouais. rebelle et tout, un peu à la suite, en mode, on sort des princesses, et on fait un peu des Madame guerrières, C'est même ça. si, bon, c'était quand même un peu, des fois, misogyne quand même sur les bords. Ouais. Bah, c'était un petit peu. Je sais pas si c'était pendant la même période, je pense que oui. C'était vraiment pendant la période de I'm not like other girls. Oui, Genre vraiment de la fille différente, qui est pas Ah, féminine ouais. comme les autres, tout ça. Et parce du que, coup, parce que c'est de ce que j'ai vu là, c'est 98, et pour moi, les fin 90, début 2000, c'est les sitcoms qui commençaient un peu comme ça. Enfin, pas les sitcoms, mais tu sais, les petites séries, les petits films et tout, un peu clichés où justement il y a la madame en mode I'm not like like a a girl. girl. Il y a Ouais. toujours le mec populaire, tu sais, qui est en mode je vais tomber in love de la meuf qui est pas du tout connue. Mais ça me fait penser d'ailleurs, ça, un autre truc qui peut rendre. Mais ça marche pas que pour les films, ça marche aussi surtout pour les livres. Mm. Je sais pas c'est quoi le mot en français, mais les tropes. Genre, Non, mais donne Bah, un exemple. ouais, bah, par exemple, le Enemies to Lovers. Ouais, Ou le Friends to Lovers. Ça, c'est des tropes. Je sais pas s'il y a un équivalent en français. je pense pas. Mais ce genre de choses en mode un élément dans l'histoire qui revient tellement de fois dans les films, dans les livres, dans tout ça. En même temps, on Que, kiffe. ouais, enfin, ça dépend. Ouais, ça mais, ça dépend. Mais qu'on reconnaît et qui aide à vendre pour les livres en tout cas. Genre dans les librairies, il y a littéralement des tables en mode avec que des livres qui sont Oui. des Enemies to Lovers. Un archétype d'histoire qu'on retrouve tellement qu'on commence à l'attendre quoi. Et ça je pense que c'est un élément très vendeur et qui peut aider à rendre un film culte. Ouais. En vrai, ce qui est drôle, c'est que aussi, tu vois, dans les romances cultes, par exemple, je sais pas si t'as vu Love Actually, mais ça m'étonnerait énormément. Si, j'ai vu. Tu l'as vu? Ouais. Genre, Love Actually, c'est genre un peu pour moi le film, genre la référence des films romantiques. Ouais. Sauf que c'est un film pour moi qui est assez problématique. Oui. Et du coup, genre, le truc, c'est que des fois, les films cultes, ils sont cultes parce que idéalisés. Et du coup, c'est un peu genre bancal parce que du coup, t'as ce film que genre tout le monde va regarder, tout le monde va être en mode ah, c'est trop bien, et va pas forcément voir les points négatifs parce que tout le monde leur a dit que c'était trop bien et du coup, ils vont penser que c'est trop bien. Mais ça, je pense que c'est très commun que quand quelque chose devient connu, l'aspect critique de genre... Parce que je pense que les réalisateurs de Love Actually n'étaient pas en train de dire que tous les personnages font des trucs bien dans le film. Non, 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 Voilà, absolument et pas. ils montraient ça dans le film, ils montraient... Bah, par exemple, Et, juste, il y en a un qui est marié, enfin. Ah oui, genre, C'est- ouais, c'est le meilleur ami qui veut la femme de son meilleur ami. Ouais. Un truc comme ça, ouais, bref. Plein de trucs très problématiques. Et les réalisateurs montraient ça pas en mode ouais, c'est super, faut que tout le monde fasse ça, mais en mode
un peu critique de bah oui c'est un truc qui arrive mais c'est pas terrible. Sauf que plus le film il devient connu, le plus l'aspect critique se perd un petit peu. Ouais. Et du coup il y a cet aspect idéal. Bah c'est pareil, c'est vrai, là j'ai regardé Le Diable s'habille en Prada il y a pas longtemps, parce que je ne l'avais toujours pas regardé, j'ai juste menti aux gens pour faire le suédage. Et Il est trop bien en plus ce film. Non, je l'ai trouvé super nul. Ah ouais. C'est grossophobe de malade. Oui. Il y a Oui. juste Nigel qui est cool, sinon les autres personnages ils sont nuls. Le mec de la meuf il est nul de fou. Je sais pas pourquoi ils en font un deuxième. Bon, après les Ouais, le actrices deuxième, bien je suis évidemment, pas d'accord. mais pour T'as moi pas c'est aimé nul. Genre, je pense qu'aucun personnage n'est... Mais c'est pas un truc de personnage, c'est un truc de ce que ça prône. Genre j'ai l'impression que genre du coup c'est vraiment en mode ça prône en mode justement le monde de la mode en mode comme quoi c'est génial, qu'il faut être super fin et tout machin. Et que elle en gros elle a fait la mauvaise décision. Alors, pour moi la fin ça dit un peu ça sans Ah ouais le dire. Ah je trouve pas moi. Mais parce que aussi moi j'ai juste pas aimé le film tu vois donc Justement, je pense que le personnage qui est le plus critiqué à la fin, c'est Miranda. On est en train de dire, elle s'est fait embarquer dans ce monde extrêmement superficiel. Puis là, on est un peu à la place de la personnage principale, dont j'ai oublié le nom, qui se rend compte un petit peu de la toxicité de cet environnement et qui dit, ouais, bah non, finalement... Ouais, mais je sais pas comme... En fait, je comprends ce truc de... Oui, à la fin, effectivement, on dénonce tout ça, mais seulement à la fin, après avoir dit en mode « Oh, c'est trop bien » pendant tout le film. Bah, mais tout le long, on voit bien que Miranda, elle est extrêmement toxique et un personnage horrible. Je sais pas, moi j'ai juste pas aimé en même temps. C'était long, c'était nul, la relation entre les personnages, j'ai pas aimé. Enfin, long. Je me suis ennuyée. Au bout de 40 minutes, j'ai sorti putain, il reste 1 heure, quoi. Ah ouais, parce que ça, je considère ça comme un Désolée pour tous culte. les gros mots. Ouais. Bah, c'est un film culte, ouais, mais après, est-ce que t'es obligé d'aimer les films cultes, tu vois? Non, bah ça oui c'est une autre question. Est-ce qu'un film culte c'est forcément un film qui est bien? Bah non. Parce que justement, un film peut être culte parce qu'il a été très nul. Oui. C'est comme les nanars. Ouais, mais C'est super connu parce que c'est tu connais nul. un nanar qui est culte? Non, mais tout le monde connaît le truc des ah, les nanars, ça existe. C'est un peu culte dans le spectre. C'est ça. Bah, je pense qu'il y a ce truc de culte par genre. Genre, tu parlais de Ouais. Love Actually. Love Actually, je sais pas si on peut dire que c'est un film culte en soi, mais c'est clairement un culte de la romance. Ouais. D'ailleurs. Bah, c'est pareil si tu prends Scream dans les films d'horreur ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Bah après aussi, si tu prends Les Dents de la Mer, il y a plein de gens qui ont trouvé ça pourri, et il y a plein de gens qui ont kiffé, et maintenant c'est devenu un film culte par des plans, par le fait que... Aussi Steven Spielberg a fait un travail de malade. Genre, quel plan tu retiens de ce film? Ou même genre dans un autre film, est-ce que des fois il y a des plans comme ça où genre tu vas être en mode purée en fait genre ce film est culte pour ce plan? Ouais, bah on est un peu obligé en tant qu'étudiant du cinéma parce que dans les... Enfin, j'ai pas fait ça à la fac encore, mais au lycée en tout cas, en cinéma, genre quand on faisait des analyses de séquences, on devait dire ouais ce plan-là qui nous fait penser aussi à ce plan-là d'un autre film qui est tellement culte qu'on le voit partout. Enfin genre, ça doit pas être le plan le plus culte du monde, mais je sais pas pourquoi je pense à celui-là. Tu sais dans Cinéma Paradiso, le plan... où le petit garçon il est au cinéma et on a cette contre-plongée sur son visage avec la lumière du projecteur derrière lui. Ce plan-là est tellement culte, je suis sûre que je peux citer genre 5 films qui reprennent le plan. Totalement. Babylone, je pense que c'est une référence. Bah Babylone à fond, ça parle de cinéma en plus. Donc. Ouais, bah aussi il y a The Fabelmans de Steven Spielberg qui raconte un petit peu sa vie et son passion du cinéma. Mais voilà. Et c'est aussi, ça me faisait penser à... on parlait de Barbie. Au tout début de Barbie, tu sais la première scène où genre il y a la Barbie géante qui est dans le désert. Ça c'est une scène directement reprise de 2001 l'Odyssée de l'espace que nous n'avons pas vu, mais voilà. Et d'ailleurs en cherchant ça, j'ai trouvé un site qui a tout un article qui s'appelle Barbie, c'est 10 scènes cultes du cinéma auxquelles le film fait référence. Comme quoi genre Barbie on l'a considéré comme un film culte et en fait lui-même reprend tellement d'influences d'autres films cultes. Ouais, du coup, c'est pareil, l'Odyssée de l'espace, effectivement, il est sorti en 68, le premier Star Wars est sorti en 77, et Star Wars reprend énormément de références de 2001, l'Odyssée de l'espace, et en même temps, parce que aussi, moi, il y a 2 scènes que je connais de l'Odyssée de l'espace que j'ai en esprit. Déjà, il y a la scène où lui, il est en combi orange, ouais, et genre, il avance dans une espèce de losange. Ça, c'est vraiment le plan, quoi. Ouais. Parce que je sais même pas ce qu'il fout dans la scène, genre le plan avec le blanc autour et lui en orange au milieu, comme ça, iconique. Et il y a aussi une scène que j'ai étudiée en ciné, qui est genre trop intéressante en vrai. C'est genre parce qu'il y a tout le début de 2001 d'Odyssée de l'espace où genre c'est des singes. Et ils découvrent un monolithe et ils sont en mode oh dinguerie. Et en gros ils deviennent violents et tout. Et genre en gros c'est un peu genre le cercle de la violence. Et même pour l'humain après en gros il n'y a rien qu'à changer, juste la technologie a évolué.
Et au bout d'un moment, en gros, il y en a un qui va lancer un os dans l'air. Et l'os, ça va faire transition avec un vaisseau, enfin un satellite, machin. Ah. Et du coup, bah, c'est vraiment juste avancée humaine, technique, mais pas mentale, entre guillemets. Bien évidemment, du coup, le film est culte, mais aussi, du coup, le réalisateur est culte. Oui, ça revient à la célébrité qui aide à rendre quelque chose culte, ou alors le culte qui aide à faire une célébrité. C'est ça, mais il y a aussi pour moi un truc de culte autour de l'esthétique d'un ou d'une réalisatrice. Ouais. Bah, par exemple, on a parlé de Greta Gerwig qui a vraiment son univers. Enfin, si tu prends Tim Burton, juste le fait de dire Tim Burton, tu vois, c'est culte. Ouais, tu imagines des plans, quoi. Ouais. Là, il y a pas longtemps, j'ai vu son premier court-métrage qui s'appelle Vincent. Ouais, tu l'avais pas vu? Non, j'avais pas vu. Et banger. Carrément. Ce qui est hilarant, c'est que quand tu le regardes, après avoir regardé du coup ces films, genre t'as les rêves de... Il y avait déjà genre l'espèce de serpent de Beetlejuice à un moment donné et tout, c'est génial. Carrément. Et puis pour avoir étudié l'expressionnisme allemand, c'est tellement ça, genre on voit à des kilomètres ces références. Ouais. Encore une fois, du coup, donc là c'est plus un mouvement qu'un film spécifique, mais les références à un mouvement culte, ça aide à ancrer son esthétique et à la rendre timeless. Ouais. Et donc du coup, en parlant du mouvement expressionniste allemand, on peut parler du docteur Caligari, qui est quand même, plus t'es cinéphile, plus tu vas bien remarquer quand même que c'est un film culte, et qu'il a énormément inspiré d'autres films ensuite, parce que bah à l'époque, du coup, c'était vraiment genre le film référence révolutionnaire d'un esthétique nouveau, quoi. Ouais, ça c'est un culte en soi dans le monde du cinéma, mais c'est pas un culte grand public dans le sens où je pense que actuellement une grande majorité des gens qui ne sont pas forcément dans l'univers du cinéma ne vont pas connaître le film, par contre vont connaître plein de films qui ont pris cette référence, notamment les films de Tim Burton. Donc c'est un film qui a duré dans le temps aussi, mais d'une autre manière. Tu vois, c'est culte parce qu'aussi on l'étudie. Ouais. Donc forcément on a aussi une vision des films cultes qui peut être différente. Ouais, et souvent c'est dur de faire un peu la différence de qu'est-ce qui est connu par genre qu'est-ce que mes parents vont connaître comme film, ou alors qu'est-ce qui est connu simplement dans ma démographie, quoi. Juste dans un petit cercle fermé, parce que c'est pareil au niveau genre aussi juste ça peut être en mode film culte avec tes potes. Ouais, tu vois. Bah il y a un tas de films qui sont cultes dans le sens où on les cite tellement, genre il y a tellement de citations de films qui sont revenus dans la vie courante et qu'on dit un petit peu comme des inside jokes. Bah, Cité de la Peur. Bah, je pensais à la Cité de la Peur en mode comme grande référence. Bah ouais. Il y a tellement de phrases, mais qu'on sort tout le temps. Si un étranger, un américain, vient en France et qu'on lui dit... Vive un chewing-gum, Emile. Vive un chewing-gum, Emile. Genre, si un américain entend ça, il va rien comprendre. Oui, ou alors, jetez-moi aussi, en fait, aussi, c'est un peu compliqué parce que la France, on a quand même des inside jokes par rapport à des films qui sont des comédies. Et les traductions au niveau de la langue étrangère vont pas forcément être aussi drôles, ou genre ça va pas forcément faire ressortir la même chose. C'est pareil aussi, nous on connaît pas forcément le Bollywood, tout ce qui est autour, en tout cas du cinéma indien et tout. Mais il y a tellement de choses de malades dans tous les pays. Bah ouais, ça dépend de ta culture aussi, hein. C'est très culturel. Et ça me fait penser à un couple qui fait des vidéos sur TikTok et qui sont aussi des intervieweurs et des journalistes et tout ça, dont je t'avais déjà parlé, sur TikTok, qui s'appelle Talk of the Townsends. Ils font des vidéos où ils posent une question sur le cinéma auquel ils essayent de répondre, et récemment ils ont demandé, genre, selon vous, c'est quoi le film qui a été le plus vu par le plus d'individus, quoi. Ouais. Et je pensais donc Bollywood, très très vu dans le sens où l'Inde c'est énorme. Ouais. En Inde, le fait qu'il y ait beaucoup de gens, ça fait que le film est très vu, alors qu'en France un peu moins. Du coup, est-ce qu'un film bollywoodien ou hollywoodien va être plus vu ? Ouais, un film anglophone est beaucoup plus vu qu'un film d'une autre langue, parce que l'anglais c'est la langue universelle déjà. Ouais. Non mais du coup c'est une bonne question. En tout cas c'est sûr que c'est pas un film français. Non, je saurais pas dire c'est quoi le film français le plus connu en France non plus. Pour moi ce serait un truc genre, soit Les 400 coups de Truffaut, tu vois, ça qui est genre un classique, soit des trucs genre La Haine. La Haine, bah je pense que La Haine ça doit être l'un des films français les plus vus à l'étranger. Ouais, c'est possible. Je pense Portrait de la jeune fille en feu, lui aussi extrêmement vu à l'étranger. Mais est-ce que du coup le film est plus culte parce qu'il a cet aspect international, ou est-ce que genre s'il est culte qu'en France on peut dire qu'il est culte quand même? Je pense que du coup ils sont cultes différemment, mais que les deux sont cultes. Et tu sais que récemment j'ai vu, c'est quoi le titre? La vie est un long fleuve tranquille.
Ah oui. Je l'ai vu très récemment, il a très mal vieilli. Enfin, moi Ah je oui, trouve oui. qu'il a très mal vieilli, je l'avais jamais vu. Pour moi, il y en a, ils restent dans le temps, tu peux les re-regarder même si le temps a passé, mais il y en a, tu les re-regardes, t'es en mode, oh, oh, oh. Mais par exemple, quand j'ai regardé La vie est un long fleuve tranquille, j'ai regardé avec ma mère, et ma mère genre, avait tellement de passages qu'elle connaissait par cœur parce que c'était Ouais. des références avec elle, ses parents. Et du coup, c'est très générationnel, quoi. Ouais. Ça va un petit peu avec ce que tu disais dans les critères de un film ancré dans son temps. Mm. Ça peut être un critère d'un film culte. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de films cultes où on se dit ça, c'est un culte des années 80. Ça, c'est un culte des années Ouais. 90. Bah, c'est pareil, tout ce qui était Dirty Dancing qui sont sortis en même temps Ouais, et tout. ouais, Enfin, bah oui, ça, c'est des cultes. Hein. Gris, tout ça, tu vois, c'est des cultes, mais en même temps, nous, on les re-regarde. Bon, déjà, c'est pas forcément notre cam, c'est culte, mais de l'époque. Après aussi, est-ce que ça peut être culte Je diverge. Mais en gros, parce que là, du coup, on a parlé de films nuls, entre guillemets, qui vont pas non plus durer dans le temps et qui vont pas non plus te rester à l'esprit de malade. Ceux qui vont te rester à l'esprit de malade, c'est aussi ceux qui vont te graver un souvenir en mode, peut-être un peu en mode traumatique, entre guillemets. Enfin, tu vois, on a parlé des dents de la mer, on a beaucoup qui sont traumatisés par les dents de la mer. Ici, moi, je suis un peu trauma. Si tu parles, enfin, je sais pas, du coup, bah, de psychose, de Orange Mécanique. Enfin, Ouais. tu vois, tous ces trucs-là, il y a un peu du truc Bah. de putain, ce plan, waouh, Ouais. ça Bah, m'a aussi, marqué, tu vois. je pense qu'en général, un aspect marketing au cinéma, c'est à quel point est-ce qu'un film peut être choquant. Ouais. Choquant, ça peut être de plusieurs manières. Ça peut être au niveau de la thématique, ça peut être visuellement un film qui est très gore, par exemple, les films d'horreur, les trucs comme ça. Enfin, bref, mais le choc, c'est quelque chose qui marque, forcément. Ouais. Et du coup, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de films cultes qui sont cultes parce qu'ils ont été très choquants. Puis aussi, ça dépend de l'époque à laquelle ça sort. Mm. Enfin, Psychose, du coup, c'était genre à la fin du Code Ace. Ouais. Il a tué quelqu'un dans une douche. Je crois qu'il y a. Enfin, du coup, de ce que j'avais lu, genre, il y a 18 plans pour juste un meurtre. Mais ce plan-là du meurtre dans la douche, c'est l'un des plans les plus cultes du cinéma pour Ouais. moi. Aussi, bah, il prend en fait une actrice qui est super connue Ouais. pour jouer en fait quelqu'un où on croit que c'est le rôle principal parce que tout est basé sur elle au début. Ouais. Et il la tue au bout de quelques minutes, quoi. Ouais, c'est ça. Et genre, tu t'y attends pas. Mais il y avait en fait un marketing autour, en mode quand ça s'est sorti au cinéma, lui il avait trop peur que les gens qui arrivent en retard dans la salle, ils soient en mode mais du coup elle est où cette actrice et tout, en mode Oui. qui n'est pas suivi. Et du coup il avait dit, il y a interdiction de rentrer dans les salles si t'es en retard. Ah, Et en vrai, ça m'étonne j'adore. pas, ouais, carrément. Et je pense que aussi à l'époque il y a aussi ce truc de marketing qui a aidé. Enfin je pense que si tu fais un gros coup de pub autour de ton film qui marche bien aussi, il y a ça aussi qui fait que c'est un peu culte, en tout cas dans l'histoire de ce film. Carrément, bah, le marketing c'est une énorme partie du cinéma hein, en Ouais. ce moment. Ce qui est assez triste souvent parce que du coup c'est seulement les films à grand budget qui ont les capacités d'atteindre autant de gens. Je pense au studio de production A24, A24 là, Ouais. qui est devenu extrêmement connu extrêmement vite parce qu'ils ont fait énormément de pubs autour de leurs films et qu'ils ont un marketing qui marche de fou. Ouais. Ils ont un site web où ils ont beaucoup de produits dérivés. Et donc ouais, genre tout ce culte autour du studio fait que dès que A24 sort un nouveau film, moi j'ai envie d'aller le voir parce que c'est A24. Puis maintenant, de toute façon, t'es obligé parce que tout passe par justement les réseaux et internet, quoi. Oui. En plus, te démarquer sur internet, c'est chaud, quoi. Ouais, c'est genre une compétition parce qu'il y a tellement de films qui sortent sans arrêt que pour faire que ton film sorte du lot et que les gens passent un petit peu plus de temps à regarder ton trailer que le trailer juste à côté, ou alors je pense que ça résonne énormément dans les plateformes de streaming parce que il y a vraiment énormément de films à notre disposition où genre d'un clic on peut voir le film, c'est pas comme si on allait acheter les DVD ou quoi que ce soit, et ils sont tous côte à côte et du coup faut que ton film se démarque parce que quand on décide quoi regarder en scrollant sur Netflix par exemple, bah on va passer quelques secondes à peine sur chaque film. C'est vraiment l'affiche, les premières secondes du trailer qu'on voit, et du coup pour se démarquer ça devient de plus en plus dur. De malade. Mais après, c'est un peu compliqué de classer quel film va être plus culte que d'autres. Là, on fait que de parler de ouais, ce film-là, il a plus duré dans le temps, du coup, c'est sûrement qu'il est plus culte qu'un autre. Ouais, mais ce film-là, ça a un culte parce que tout le monde le connaît, mais c'est pas un culte parce que tout le monde l'apprécie. Et du coup, c'est un peu difficile à classer de plus culte à moins culte. Bah, surtout, en fait, personnellement. Ouais, parce que c'est très personnel, en effet. Donc là, du coup, on a devant nous
un truc un peu cliché. Non, on a une liste en fait des top 5 des films cultes selon Allociné, donc ce n'est pas forcément une référence très folle, mais on s'est dit que justement on pourrait parler de ces 5 films, pourquoi est-ce qu'ils sont considérés les plus cultes par en fait les personnes en tout cas qui ont voté. Ouais, spectateurs et presse. Ouais. Parce que ça c'est cool dans Allociné qu'on peut voir la différence dans les notes entre presse et spectateurs. Ouais. Parce que comme ça on voit vraiment qu'est-ce qui est le plus important quoi, entre les deux. C'est hilarant justement quand la presse, quand les producteurs et tout sont tous en mode ton film va jamais marcher. Ouais, Et le film est un banger. Parce que là, le premier film qui est sur la liste, donc celui qui est considéré comme le meilleur film culte de tous les temps selon Allociné, c'est Forrest Gump. Et en vrai, ça m'étonne pas du tout. Ouais. Je pense que tout le monde considère Forrest Gump comme un énorme film culte. Et dans les notes, on peut voir que la presse a noté Forrest Gump 2,6 sur 5 et les spectateurs 4,6. Ce qui est une énorme différence sur Allociné en tout cas. Mais tu vois, Forrest Gump en fait c'est connu pour énormément d'aspects. Il y a la musique, il y a Ouais. tout le monde quand un pote court, t'es en mode cours Forrest court parce qu'il est en retard. Ouais, L'acteur est super connu et enfin t'as vraiment juste énormément de choses qui sont sorties de ce film. T'as maintenant des restaurants Booba Gump qui existent, enfin, c'est dingue tout ce qui a été créé autour. Il y a même des gens qui ont essayé de courir autant que lui. Bah oui, ça a vraiment eu un énorme aspect dans le monde réel, complètement en dehors du cinéma. Genre, moi je connaissais Cours Forest avant même de savoir que ça venait d'un film. Ouais. Je pensais que c'était une expression. Je savais pas. C'est que vraiment mes parents quand ils me disaient en mode la vie c'est comme une boîte de chocolat et que j'avais pas encore vu le film, je pensais vraiment que c'était juste une phrase de... Ouais, mais bah, la vie c'est comme une boîte de chocolat, c'est vraiment devenu une expression française quoi. Ouais. Mais en même temps, est-ce que... Attends, Tom Hanks à ce moment-là il était vraiment connu avant ou est-ce qu'il Je est sais devenu pas connu du avec ce tout. film, tu vois? Je sais pas du tout. Moi c'est le film que j'associe le plus à Tom Hanks, même s'il est connu. Moi depuis... c'est Seul au monde quand même. Ah ouais? Mais Seul au monde m'a beaucoup marqué. Ah. Bah, le numéro 3 aussi dans la liste des films cultes, c'est La Ligne Verte, qui est un autre film de Tom Hanks. Donc Tom Hanks en lui-même est un acteur très culte finalement. Oui, au final oui. Alors à savoir que, mais du coup en top 5 aussi il y a Le Parrain. Et La Ligne Verte et Le Parrain en fait c'est des adaptations de livres. Mais tu vois, La Ligne Verte tu vas quand même garder le souvenir du livre. Le Parrain, moi je savais même pas que ça venait d'un livre. Genre moi je me disais est-ce que du coup genre un livre peut être aussi culte qu'un film et inversement. Et au final, du coup, en fait, on a vraiment deux exemples très différents parce que pour moi, La Ligne Verte est vraiment une très bonne adaptation du livre, même si... Mais est-ce que La Ligne Verte, tu dirais que c'est le film ou le livre qui est le plus culte? Le livre, quand même. J'ai ni lu le livre ni vu le film. Ok, donc je vais te faire un mini résumé. En gros, c'est un homme noir qui, en gros, est accusé d'avoir tué 2 petites filles. Parce qu'en gros, on l'a retrouvé avec les 2 petites filles dans les bras à dire « je suis désolée ». Et en gros, du coup, il va passer son séjour dans une prison haute sécurité, tout ça. Il va un peu parler justement avec le personnage de Tom Hanks, qui est un gardien. Et c'est ce gardien de prison qui va raconter toute l'histoire dans le livre. Et du coup, c'est tout le truc de est-ce qu'il est coupable ou pas. Alors qu'il y a toutes les preuves qui disent qu'il est coupable. Et aussi, il y a tout ce truc de racisme un peu caché. Qui n'est pas vraiment caché. Moyennement caché, oui. C'est toute une enquête et finalement aussi c'est un drame, c'est quelque chose de très triste et sur l'injustice sociale, raciale, tout ça. Et c'est très bien fait du coup pour le film et le livre. Et voilà. Non, c'est une vraie expérience. Et tu vois, aussi un film culte, ça doit être une expérience pour moi. Dans un sens. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mystères ou de thrillers qui sont cultes à mon avis. Parce que la révélation finale peut tellement marquer que juste elle rend le film culte. Je pense notamment à l'un de tes films préférés dont j'ai oublié le titre. Suspect. Non, je pensais pas à ça. Shutter Island. Shutter Island, je pensais à Shutter Island. Qui, tellement beau. Bah, la révélation, le plot twist rend le film extrêmement culte. Bah, bien évidemment. Enfin, en mode Where are the kids? Cette phrase, toute la révélation de tout le monde qui comprend et tout. Et même c'est aussi la phrase d'après en mode je préfère mourir en tant qu'humain plutôt que de vivre en tant que monstre. Enfin, tout ça, toute cette suite et tout. Ouais, c'est un des plus beaux plot twists. Il y en a beaucoup qui diraient que c'est Fight Club, mais je trouve que Fight Club, en vrai, tu te dis, attends un peu. Moi, je m'y attendais pas. Hein. Je pense qu'il y a ça forcément, aussi je me suis douté d'un truc au bout d'un moment, mais je pense que c'est vraiment le film
qui fait un super job à te faire douter petit à petit. Oui, par contre, il et te te fait le bien faire douter. deviner petit à petit. J'avais deviné avant la révélation, mais je pense que c'est parce que le film te fait deviner avant la révélation. Genre, on Oui, te en fait somme, douter et du il te fait des personnage. indices. Ce que j'adore avec ces films-là, c'est si tu le regardes une deuxième fois, il y a des indices partout. Ouais, et ça c'est trop fun. Et je pense que ça aussi c'est ce qui fait un film culte, le fait qu'on peut le revoir sans arrêt, sans s'enlacer. Et en même temps, je sais pas, parce que des fois un film culte c'est juste en mode tu regardes une fois, tu gardes le souvenir et t'es juste en mode waouh. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, bah tout à l'heure du coup, bah genre quand tu m'as demandé en mode un de tes films préférés et tout, bah j'ai dit aussi Usual Suspects. Spoiler, attention. C'est sûr que ce plot twist là, pour moi c'est l'un des plot twists les plus marquants et les mieux faits de l'histoire. Oui, en fait on était un peu d'accord sur la scène justement marquante de la fin. Ouais. Parce que toi t'as vraiment genre le souvenir du tableau. Ouais, c'est ça. Pour moi, la scène la plus marquante de la révélation du plot twist, c'est donc, spoiler alert évidemment, quand le policier regarde tout le tableau où il a mis tous les indices pour élucider l'affaire, il comprend qui est le meurtrier, parce qu'il voit des indices partout, et à l'image, on voit les indices avec lui, et c'est extrêmement bien fait et très compliqué à raconter sans voir les images. Mais en gros, du coup, genre, il comprend qui est le meurtrier qui était devant lui, genre, depuis le début du film. Ouais, c'est ça. Et alors que toi, pour toi, le plan le plus marquant, c'est quoi ? Pour moi, le plan le plus marquant, c'est celui qui suit le tien. Ouais, en fait, les deux, je crois, ils sont en parallèle. De toute façon, c'est la fin, c'est le moment de révélation dans tous les cas, tu vois. Ouais. Mais pour moi, c'est genre la marche du personnage, où genre, en gros, le personnage qui raconte l'histoire depuis le début est censé boiter, être un petit innocent et tout. Et on voit au fur et à mesure de la marche qu'il arrête de boiter. Ouais, c'est ça. J'adore. Je pense que ce qui aide à faire un bon plot twist et ce qui fait aussi qu'il est compliqué à raconter, c'est que c'est très visuel. Ça marche complètement dans le format cinéma parce que on te montre tout et c'est toi qui comprends. Ouais. Genre tu vois le personnage comprendre, mais c'est pas le personnage qui t'explique ce qu'il a compris. C'est toi qui comprends avec lui. Et tu te sens un peu intelligent du coup. T'as une petite satisfaction. Tu te sens intelligent, mais aussi tu te sens stupide de pas l'avoir vu avant. Parce que le plot twist a été bien fait et que t'avais tellement d'indices, mais que tu le vois pas. Et c'est pour ça qu'après tu le re-regardes pour voir tous les indices. Oui. Marketing. Et en parlant de plot twist, on s'était demandé c'est quoi le plus grand plot twist. Et il y a tous ces films qui ont des plot twists très smart et qui sont connus pour ça. Mais je pense qu'aussi, pour moi, le plus grand plot twist du cinéma, c'est Star Wars quand même. C'est le « Je suis ton père ». Parce que ça, encore une fois, c'est une phrase que tout le monde connaît. Je pense que c'est la phrase la plus culte que tout le monde connaît. Genre vraiment, tout film confondu, pour moi c'est celle-là. Ça m'étonnerait pas, ouais. Mais j'ai vraiment un souvenir très clair de moi en primaire et on devait faire des exposés et quelqu'un parlait de Star Wars et genre il s'apprêtait à spoiler le plot twist et il y avait tout le monde qui était là « Non, chut, spoil pas !» parce qu'il y a vraiment ce culte autour des plot twists de « Non, ça c'est un secret et faut l'expérimenter. » Genre pour vraiment pouvoir l'apprécier, faut l'expérimenter pour la première fois comme tout le monde. Et je pense qu'il y a ce côté en mode, on comprend tous ce que ça fait d'avoir vécu un énorme plot twist pour la première fois. Et ça nous fait apprécier le film plus et ça nous fait nous connecter un petit peu autour de ça. En fait aussi, c'est que ça te gâche une partie du film, quoi. Ouais, bah oui. Je pense que c'est devenu encore plus énorme actuellement avec les réseaux sociaux. Ça m'énerve. Les spoilers, c'est le pire truc du monde sur Internet. Truc énervant. Genre, moi, du coup, je regarde Drag Race. Et en gros, si tu le regardes pas, genre, le soir même ou le lendemain matin, tu vas sur les réseaux direct, ils te spoilent qui a été éliminé, machin. Mais oui. Mais ça m'énerve. C'est pareil, du coup, genre, quand en gros, il y a une série qui sort et tout, si tu la regardes pas directement, il y a des gens, ils font des edits, des TikTok, machin, et ils mettent même pas spoiler alert. Quand il y avait The Last of Us qui sortait, c'était tellement ça. Ça me fait penser à un TikTok que j'ai vu récemment, où c'est une fille qui parle d'une de ses profs, qui dit genre que le premier jour de classe, il y a une de ses profs qui est arrivée en classe, avant même de dire bonjour ou quoi que ce soit, elle se tourne vers ses élèves, enfin c'était il y a quelques années, donc forcément maintenant ça marcherait plus aussi bien, mais elle demande à ses élèves qui est-ce qui suit Game of Thrones, la série. Et du coup, il y a une énorme partie des élèves qui lèvent la main, parce que à ce moment-là, c'était vraiment la série extrêmement culte. Et la prof, elle dit, vous savez quoi ? J'ai lu absolument tous les livres plusieurs fois, je suis une grande fan, ça veut dire que je sais exactement tout ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire que si jamais il y a un petit peu trop de bruit ou que vous commencez à parler, je crie très fort le nom de la prochaine personne qui meurt. C'est génial. C'est génial. Et du coup, c'était silence absolu dans sa classe. Ah putain, tu vois, le pouvoir des spoilers. Que tout le monde fasse ça. Mais vraiment, le pouvoir des spoilers est incroyable. Mais bon, on revient sur le sujet principal. Ouais, parce qu'on s'est un peu écarté. Ouais. Je pensais à un film, je crois qui est numéro 4 de Allociné, 12 hommes en colère.
Je sais pas si on peut appeler ça un plot twist. Pour moi, non, parce que tu vois venir, mais tu sais pas comment ça va se passer. C'est ça. Donc le film est extrêmement connu pour être un huis clos. C'est-à-dire que tout le film se passe dans une seule pièce avec des personnages sans faire d'aventure de fou ou de montage de fou. Enfin, genre, c'est vraiment très simple dans sa présentation. En gros, il y a un tribunal où il y a une affaire qui est en train d'être jugée et il y a plein de civils qui sont choisis pour faire partie du jury et pour pouvoir évaluer la situation et essayer de se mettre d'accord sur est-ce que la personne est coupable ou non. Et aux États-Unis, pour pouvoir décider si une personne est coupable ou non, il faut que absolument tous les jurés soient d'accord sur coupable ou non coupable. Enfin, techniquement, c'est pas non coupable. C'est est-ce qu'il y a un doute raisonnable, reasonable doubt, sur la culpabilité du suspect. Et donc, 12 hommes en colère, c'est les 12 jurés qui sont réunis dans une pièce et qui doivent débattre de est-ce que un jeune homme noir qui est suspecté du meurtre de son père est coupable ou non. Ouais. Et il n'y a pas un moment où tu t'ennuies. Ouais, c'est fou. Et globalement, le grand truc qui se passe dans ce film-là, c'est que au début, tout le monde est convaincu que le gars est coupable, mais il y a l'un des 12 jurés, seulement un, qui est là, ouais, non, je suis pas sûre. Bien évidemment, il y a du racisme. Ouais. Et du coup, ils vont pas chercher en fait plus loin que les indices qu'on leur a mis sur les yeux. C'est Alors ça. qu'il y a aussi des indices qui disent, bah en fait, il est pas forcément coupable. Puis eux, en fait, ils sont là en mode, bah, vas-y, on veut rentrer chez nous, quoi. Et puis donc, au fur et à mesure du film, les hommes débattent, et le gars qui était tout seul à dire, ouais, je suis pas sûre, et bah finalement, il arrive à convaincre tous les autres. C'est en fait une écriture qui est vraiment pointue. T'as pas besoin en fait de plein d'explosions, de suspense et tout. Genre, la tension, tu l'as, c'est fou. Carrément. Et enfin, un dernier film dont on n'a pas parlé qui est le top 2. Ouais, numéro 2 des meilleurs films cultes, c'est La Liste de Schindler. Bah, tout le monde connaît la musique, hein. Tout le monde connaît ce plan justement avec la petite fille. C'est pareil, en fait, c'est des trucs comme ça, des indices en fait qui vont dire en mode ah ouais, après Spielberg. Oui, et puis des acteurs extrêmement connus aussi, avec le personnage principal du coup c'est Liam Neeson, et puis il y a Ralph Fiennes aussi. Mais aussi, je pense que l'un des trucs qui fait qu'il est extrêmement connu, c'est qu'il parle d'une injustice. Et ça, je pense que c'est un thème qu'on a vu beaucoup avec les films cultes dont on a parlé. Il y a beaucoup de racisme pour dénoncer une injustice en fait. Et La Liste de Schindler montre un énorme drame des atrocités qui ont eu lieu pendant la guerre. Et du coup, c'est très triste et c'est très choquant, comme on disait. Aussi au niveau esthétique quand même. Oui. C'est assez particulier. Oui. T'as quand même du noir et blanc, puis après il y a de la couleur qui pop. T'es en mode quoi? Et en plus, c'est un film de 3h15, là, je suis en train de voir. Ouais. C'est extrêmement... Mais là, tous les films, si tu regardes, en fait, tous les films dont on a parlé, je crois, à part 12 hommes en colère, c'est des films très longs. Ouais. J'aurais tendance à penser que un film très long, c'est pas un film qui va attirer beaucoup de gens. Non, mais tu vois, c'est par exemple, en fait, Le Seigneur des Anneaux, version courte, c'est 3 heures un film. Version longue, par contre, tu te regardes les 3 films, mais en 12 heures. Ah vache. Ces films sont cultes parce qu'ils ont réussi en fait à capter ton attention pendant 3 heures. Ouais. Tu t'es posé, tu t'es resté scotché pendant 3 heures. Ouais. C'est fou. Carrément. Et puis je pense que le fait que c'est aussi long, ça aide à te plonger quand même complètement dans l'univers. Si t'es plongé dans l'univers pendant 3 heures, tu t'en rappelles quoi, tu peux pas en sortir si facilement. Bah surtout avec des sujets comme ça. Ouais. Effectivement, on parlait des comédies et des romances qui sont très cultes, mais là, le top 5, c'est que des drames. Je sais pas ce que ça dit de la société, mais ça dit sûrement quelque chose. Je pense que malgré le fait qu'on aime bien en mode s'évader, je pense qu'on adore encore plus quand c'est proche de nous. Quand on aime bien être représenté, je pense. Ouais. Du coup, ouais, c'est intéressant du coup de voir que c'est que des films en mode juste pour montrer l'humain. Ouais. Oui, c'est des films très humains, et ça, je crois que c'était une des caractéristiques que t'as dit, genre très... avec beaucoup d'émotion. Ouais. Parce que je pense aussi qu'un film culte, ça peut être, enfin dans la même idée que ce qu'on disait avec un film qui dure, un film qui change la vraie vie, genre un film qui a beaucoup d'influence sur le monde réel et qui peut changer des lois, des trucs comme ça. Moi, ça me fait forcément penser à Brokeback Mountain, parce que ça, c'est à une période où la société était très homophobe, et c'est un film qui a touché énormément de monde, qui était extrêmement grand public, sur 2 hommes gays, et qui a fait beaucoup parler de lui à l'époque, parce que tout le monde n'était pas d'accord. Mais je pense que ce film-là a eu énormément d'impact dans le monde réel sur les droits LGBT. Ouais, puis même ta façon de penser. Il y a des films comme ça qui peuvent te faire changer d'avis sur quelque chose, qui peuvent te faire en fait te montrer quelque chose en mode regarde. De toute façon, l'art est politique. Hein.
Bon, bah forcément, oui. Après aussi, on est aussi mis un peu face à toutes ces problématiques dès tout jeune en fait. Mhm. Par exemple, tu vois, Wall-E, c'est devenu un peu un classique, et en même temps c'est un truc qui dénonce de malade. Et pour moi, c'est un peu un film culte de mon enfance. Parce qu'il te fait Ouais. passer plein de messages avec juste un robot qui fait... C'est pas faux, mais je pense qu'il y a énormément de dessins animés qui sont très cultes. Enfin, je trouve que c'est très fort pour un film de pouvoir toucher énormément les enfants, mais aussi les adultes. Ouais. Et ça me fait penser à Vice Versa, Oh. qui a été extrêmement connu, parce que c'est un film pour enfants, avec des petits personnages qui représentent toutes les émotions, il y a joie, il y a tristesse, il y a peur, il y a colère, etc. Donc ça parle beaucoup aux enfants, mais aussi dans le film, il y a énormément de trucs que les enfants vont pas comprendre et que les adultes vont comprendre. Genre, je pense au gros bouton puberté à la fin, où il y avait plein d'enfants qui étaient là, c'est quoi ça? Et les parents Tu verras. tu verras. Mais oui, genre, ça c'est vraiment un film qui a été très intergénérationnel, dans le sens où c'est un film de famille que les gens sont allés voir ensemble et que tout le monde dans la famille appréciait. Ouais, on a forcément des films d'enfance comme ça qui sont vraiment en mode... C'est forcément un classique familial. Bah, je pense qu'il y a la nostalgie qui joue beaucoup. Genre, si y a un film que t'avais tellement l'habitude de voir par exemple à tous les Noëls chez toi. Ouais, bah le Grinch. Ouais, Moi je sais que le j'ai film jamais Le vu Grinch, le j'ai Grinch. toujours vu à tous les Noëls. Ouais. Et aussi c'est pareil, Le Père Noël est une ordure, Mr. Jack. Tu sais, il y a toujours des petits rituels comme ça en mode faut qu'on se regarde ça à cette époque aussi Ouais. de l'année. Et ça, oui, c'est des cultes très personnels Ouais, qui, oui. qui sont cultes parce qu'ils ont tellement de références associées. Et ouais, on voulait un peu finir l'épisode par donner personnellement nos films cultes. Ouais. Genre les films qui nous ont beaucoup marqués ou qu'on cite sans arrêt, ce genre de choses. Bah globalement on a quand même pas mal de dessins animés. Ouais, Moi je sais que j'ai beaucoup été marquée par des Disney et tout. J'avais ressorti Anastasia. dont on a Anastasia, déjà je suis parlé. d'accord. Je pense que c'est l'un des Disney que j'ai le plus vu, bizarrement. Oh, Shrek. C'est Oh, culte Shrek, de c'est un malade, culte, Shrek. ça. C'est de fou. C'est un culte. génial. Je ne comprends pas pourquoi. Mais ouais, pour moi, mes dessins animés cultes, en tout cas, de quand j'étais enfant, c'est Dragon. Carrément Dragon. Et ça, je pense que la musique, c'est aussi une Ouais. énorme partie de pourquoi c'est culte. Mais là, le live action, en fait, il était pas si fou parce que c'est vraiment la même chose que le dessin animé, mais énormément de gens sont allés le voir parce que Dragon. Bah oui, je m'attendais à le détester le live action, c'est ma review Letterboxd d'ailleurs. Je m'attendais à le détester parce que j'étais là, ouais, je suis tellement attachée au dessin animé Dragon que je vais pas aimer le moindre changement qu'ils font. Mais en fait, il se trouve qu'ils ont fait aucun changement. Genre vraiment, c'est quasiment plan pour plan la même chose. Ouais. Et du coup, c'est pas terrible en tant qu'adaptation, ça a rien du tout adapté, enfin... Mais j'ai bien aimé, enfin parce que forcément j'adore le film original, donc j'ai passé un super moment à regarder ça. Après aussi, genre, il y a aussi un peu des espèces de séries animées. Genre, tu sais, les Totally Spies. Moi, je sais que j'avais Martin Mystère. Pour moi, Martin Mystère, c'est culte de Je mon connais enfance. pas du tout. Moi, je Non, regardais tu vois, Tortue Ninja en série. Tu vois un truc aussi, le Kung Fu Panda, extrêmement culte aussi. Le 2, c'est carrément le meilleur. Le Kung Fu Panda 2, beaucoup mieux que tous les autres. Mais le pan, Le pan, incroyable. La scène de fin où ils sont sur l'eau et ils flottent et tout, et qu'il y a le pan qui lui lance des boules de feu et des trucs, et il y a et le truc, le panda tu sais, qui fait sa petite danse là. Ouais, Incroyable. mais ouais, bah de toute façon, du coup, là, c'était voilà nos petits recos cultes enfance. Après, est-ce qu'on a des films cultes, genre film Après, c'est encore un peu des films d'enfance, mais tout ce qui est franchise, des trucs comme ça. Ouais. Genre pour nous, les Marvel, c'est des cultes. Ouais, oui. Parce que on s'est connus grâce à ça. Ouais. Globalement. Mais en fait, moi, je sais que Marvel, même si je regarde plus et tout, je pourrais re-regarder, bien évidemment, en fait, les premiers films. Ouais, bah oui. Il y a encore des scènes entières de films Marvel que je connais par cœur. Avec ma soeur, du coup, genre, on a vraiment un délire de notre film culte d'enfance. C'est genre les Sherlock Holmes. Ceux de... Ouais, c'est drôle parce que Avec pour Robert moi, Downey Jr. toi c'est ceux avec Robert Downey Jr. Pour moi, la série BBC Sherlock avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman est extrêmement culte chez moi. C'est ma série préférée parce que j'ai tellement de souvenirs associés à ça. Du coup, pour moi, Sherlock c'est vraiment Benedict Cumberbatch. Pour toi, Sherlock c'est... Mais ouais, parce que j'ai Robert regardé Downey Jr. Sherlock assez tard, la série. Bref, va falloir qu'on... On va arrêter clôture. Voilà, mais en tout cas, on espère avoir donné quelques recommandations et que vous allez aller regarder nos films cultes. Ouais. Et puis, essayez de vous ouvrir un peu à des films qui sont pas forcément considérés comme cultes. Parce que, justement, en fait, ça peut devenir votre propre film culte auquel vous vous attendez pas. Ouais. Enfin, faut avoir plusieurs références, en fait. Faut pouvoir citer, justement, Dr. Caligari et Iron Man dans une même copie. C'est ça qui est fun. Ouais, bah oui. Bon, on va vous laisser là-dessus. On espère que ça vous a plu, même si c'était surtout nous qui fangirlions sur des films pendant
2 heures. Bah on a tenté en fait un truc un peu différent. On s'est dit on voulait un truc un peu léger. On vous voit le mois prochain. Oui. Et bisous.